Allô, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous êtes connectés sur le live sur la page 33 Export pour parler du football gabonais. Et avant tout, on va d'abord aller en musique, comme ça se faisait à l'époque quand on allait sur les stades. Le public qui scandait, qui chantait. Donc, c'est sur ce fond musical avec Arnaud Djouf, Franck Bakonga que je commence bien ce live, chers amis, partagez. N'hésitez pas. La semaine dernière, vous avez été nombreux à parler, à poser des questions sur moi, sur évidemment le football gabonais, sur le football en général, pour les jeunes, pour en savoir un peu plus. Je suis là, je suis très ouvert. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas connectés, le live a commencé dans un fond musical. Je ne sais pas si vous écoutez la musique, je ne sais pas si vous êtes connectés. Voilà, en attendant que les gens se connectent, en attendant que les gens soient sur le live, je suis là pour toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là pour vous. Sur la page de 33 Export, s'il y a des gens qui ont des interrogations sur la pratique du football, s'il y a des gens qui ont des interrogations, bien évidemment, sur l'actualité du football au Gabon et dans le monde entier ou en Europe et autres, je suis disposé à vous répondre. N'hésitez pas à partager le live. On est là pour partager notre expérience, on est là pour discuter avec les uns et les autres sur des sujets que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est nouveau et ce sera comme ça désormais avec Paul Kessani, et vous aurez aussi la chance sur le live de 33 Export sur sa page de rencontrer d'autres internationaux qui viendront aussi vous partager leur expérience et qui pourront vous parler de leur carrière. Donc n'hésitez pas. Et là, on va partir avec mon ami Zé La Panthère, un artiste très bien connu. Cette chanson qui était très aimée du public. Ouais, au Squanozo. Donc n'hésitez pas, partagez le live. On est là pour vous répondre, on est là pour si vous avez des questions. N'hésitez pas. On est là les amis pour le live. N'hésitez pas de poser vos questions. On est là sur le live 33. Vous avez été nombreux la semaine dernière et vous avez redemandé. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, si vous avez des choses et que vous souhaitez bien évidemment que je vous partage mon expérience, ma petite expérience, ma modeste expérience. On est là pour ça, les jeunes, les parents qui ont des enfants qui aimeraient faire carrière dans le football, sur l'actualité du football gabonais. N'hésitez pas. Bon, on a Tony qui est connecté, qui me dit t'es joyeux, hein. Écoute Tony, il faut toujours être joyeux, hein. Comme quand j'allais sur un terrain de foot, hein, j'ai toujours gardé mon sourire. Donc, quels que soient les événements, ce sourire ne m'a jamais lâché. Il est mon porte-bonheur. Oui, bon. En plus, comme tu le dis, il y a un nouveau gouvernement, donc on est tous joyeux. Partagez le live, les amis. N'hésitez pas. On est là pour vous, on est là pour vous répondre. Sur la page 33 Export, comme je vous disais, ce sera comme ça désormais. Vous aurez un international qui viendra partager avec vous son vécu, qui pourra vous parler des anecdotes croustillantes de sa carrière.
ou du football. Donc on est là pour ça, on est là pour vous. N'hésitez pas, chers amis. C'est le live sur la page 33 Sport. Partagez le live aussi si vous pouvez. Partagez le live. C'est pour ceux qui peut-être ne sont pas encore connectés. On est là les amis. En fond musical de Zé la Panthère. Ben, on a une question, mais je préfère d'abord terminer sur ce petit fond musical. Et je voudrais bien partager un deuxième son qui serait comme un échauffement, bien évidemment. Salut à toi, Yohan, je te salue. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour répondre, je les répertorie et on va discuter, on pourra parler du foot. N'hésitez pas, on est là pour ça. On est là pour ça les amis, on est là pour ça. Un dernier fond musical. Non, excuse-moi vraiment, mon cher. Les Panthères jouent aujourd'hui, t'es pas au courant? Non, remets ça de s'il te plaît. Dites le Gabon que dites le football gabonais rendons un immense hommage aux Panthères du Gabon. N'est-ce pas, Alain Giresse? Il y a Léonie Badina qui pose la question de savoir à quand la reprise du championnat national. Partagez le live les amis, on est là pour ça. On est là pour partager, pour discuter. Allez, plus haut les pauvres. Allez, allez, plus loin. La chanson de mon ami Durand et Arnaud Eyala. Allez, allez, allez plus loin les pauvres. Allez, allez plus loin. Allez, allez, allez plus loin les pauvres. Allez, allez, allez plus loin. On est là pour vous. Voilà, on va commencer le live. Bonsoir à tous. Comme ça avait été annoncé sur la page et par rapport à plusieurs personnes qui ont voulu encore cet échange, je suis là ce soir pour partager, discuter, échanger avec tous ceux qui partagent la même passion, le football, bien évidemment. Bon, on a d'entrée une question de Barak qui me pose une question d'actualité. Que penses-tu du sac du Real de Madrid? Écoutez, je l'ai dit déjà dans le précédent live, lorsqu'on me posait la question de savoir quel était l'entraîneur
qui aujourd'hui, pour qui j'ai affectionné le plus au niveau du jeu et sur le plan comme technicien, je parlais de Zidane. Loin de moi le supporter du Real de Madrid, mais je pense aujourd'hui que voilà quelqu'un qui a eu une carrière, une très très grande carrière, qui a été un joueur exceptionnel, qui démontre avec beaucoup d'humilité que on peut être un grand joueur, on peut aussi avoir un parcours en commençant par le bas, repartir de zéro comme entraîneur, et puis avoir tous les acquis qu'il faut, la connaissance qu'il faut pour pouvoir justement mettre son expérience de footballeur au service de l'entraîneur qu'il est devenu. Et donc le travail, depuis qu'il a pris le Real de Madrid à côté de, depuis qu'il est au Real de Madrid comme entraîneur à côté d'Ancelotti, franchement, il force l'admiration. Il force l'admiration d'abord par son parcours d'entraîneur. Quand on a tout gagné en tant que joueur, en général, beaucoup peuvent se targuer de dire qu'il mérite une place au soleil. Et là, lui, Zidane, il décide de partir de zéro et de pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Et franchement, c'est impressionnant quand on voit le Real Madrid jouer. C'est pas une équipe étincelante, mais c'est une équipe avec un jeu assez intelligent. Zidane arrive à toujours, sur le plan tactique, mettre le joueur qu'il faut, à avoir un discours, euh, avoir psychologiquement à pouvoir booster les joueurs, mais c'est surtout cette qualité de pouvoir mettre en difficulté les adversaires et de pouvoir produire un résultat, quelles que soient les défaillances de son niveau. On a vu plusieurs matchs où parfois il a un effectif réduit et tactiquement il réussit à renverser le match soit par des changements, soit par des joueurs qu'il faisait rentrer. Et pour moi, sur le plan de la tactique, en tant que technicien, je crois aujourd'hui que bon, les Pep Guardiola sont passés avant, Mourinho bien, ont fait leur époque, mais je pense que Zidane a un grand avenir. Et en si peu, il arrive à gagner autant de titres. Franchement, c'est impressionnant. Le Real de Madrid aujourd'hui, c'est pas les Galactiques d'avant. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction et avec la maestria d'un entraîneur qui connaît le championnat espagnol, mais qui connaît surtout la maison, qui connaît le club. Rappelez-vous par exemple qu'à un moment donné, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il s'était mis à dos le président qui souhaitait recruter des joueurs en janvier et Zidane avait dit Mordicus non. Il s'était mis à dos son président et puis après la fin lui a donné raison parce qu'il avait gagné le championnat et la Ligue des Champions. Donc je crois que il force l'admiration et le Real aujourd'hui avec les résultats qu'ils ont démontrés cette année, ils ont gagné, ils ont pris la compétition match par match et c'est ça, c'est un peu ça la stratégie de Zidane. C'est quelqu'un qui prépare les matchs par match et qui prend qui arrive à monter en puissance au fur et à mesure qu'il prend des points dans une compétition. Et donc moi je ne suis pas surpris en observant et en regardant le parcours de l'homme et en voyant un peu sa méthode de travail, je ne suis pas vraiment surpris du Real de Madrid aujourd'hui et de ce qu'il produit en termes de jeu, mais aussi en termes de performance et le résultat qui arrive à la fin. Comme je le dis, ce n'est pas un jeu euh, avec un football total comme le Barcelone, mais c'est un jeu où on absorbe l'adversaire et on l'impose notre façon de jouer. C'est un peu c'est le style Zidane depuis que je vois quand il est au Real depuis qu'il est au Real de Madrid, qu'il arrive à imposer sur le plan avec une réflexion et une connaissance des adversaires et de ses joueurs et un discours sans doute qui fait que ben, les joueurs donnent toujours plus lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il rentre sur le terrain. Et on le voit aujourd'hui le résultat. Hein. Et cette gestion des joueurs qui fait qu'à un moment donné, qu'ils soient cadres, qu'ils soient jeunes, euh, il arrive à pouvoir ménager certains, il arrive à pouvoir leur faire comprendre lorsqu'ils ne sont pas au mieux de leur forme qu'il faut travailler. Et quand ils reviennent toujours, ils reviennent. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, Modric, après la crise de la Covid, qui est revenu, c'est pas le Modric de début de saison. Et donc, il y a cette préparation. On a vu Isco, pareil, qui est resté longtemps en veilleuse. Et lorsqu'il est revenu sur le terrain, il a démontré toute sa classe. Pareil, Eden Hazard et autres. On a vu le gardien Courtois, pareil, qui a mal commencé quand il est arrivé au Real de Madrid et qui aujourd'hui arrive à pouvoir se maintenir. Zidane, je pense que c'est son discours, c'est aussi cette sérénité, ce calme, cette confiance qu'il dégage et qu'il arrive à pouvoir transmettre à ses joueurs et surtout
il faut le reconnaître, cette proximité qu'il a avec les joueurs fait qu'à un moment donné, bien évidemment, son discours passe. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a aussi le vécu du joueur et puis surtout tout ce qu'il a gagné. Le joueur impose respect, donc forcément le discours passe le mieux, mais le discours n'est rien si au niveau de l'exemplarité en tant qu'entraîneur, on n'est pas le plus objectif possible. Les joueurs à un moment donné vont comprendre qu'il y a un moment donné entre le discours et, euh, et l'action, il y a vraiment un fossé. Donc pour le Real de Madrid, moi je ne suis pas surpris. Je regarde cette équipe depuis que Zidane est arrivé et je disais à des amis, je revois Zidane aujourd'hui euh, gagner la Ligue des Champions, le championnat et peut-être la Ligue des Champions. Ça, moi je ne serais pas surpris de revoir Zidane aujourd'hui monter au podium. Après, bon, la question qu'il faudra se poser, que nous tous nous attendons, c'est plutôt qu'est-ce qu'il adviendra après le Real de Madrid. Mais bon, bref, on n'est pas encore là. Alors, Léonie Badjina me pose la question de savoir à quand la reprise du championnat national. Bon, Léonie, il faut que vous sachiez que le championnat national gabonais a été arrêté sur décision de la FEGAFOOT. Euh, avec la crise de la Covid, le championnat s'était joué en 2 poules. Et sur ces 2 poules, on avait amorcé déjà 7 matchs par poule. Donc les équipes ont joué 7 matchs et il y a eu un temps de réflexion que la fédération et que les clubs et la fédération s'étaient imposés. Et ils sont arrivés à la conclusion aujourd'hui, sous la pression de la CAF et de la FIFA, et je pense aussi que d'autres pays, parce qu'il faut savoir que la commission médicale de la FIFA et de la CAF avait déjà plus ou moins donné des avis défavorables pour la reprise des championnats à cause du protocole sanitaire. Et au Gabon, on a un peu tardé, mais on a décidé, je pense, à juste titre, d'arrêter nos championnats. Donc les championnats sont arrêtés et vont reprendre. Ce qui est, puisqu'on parle du championnat gabonais, ce qui est un peu dommage, c'est plutôt la façon à laquelle les choses ont été faites. Vous savez que la fédération est l'organe qui aujourd'hui gère le football et représente la FIFA dans un pays, mais à côté de la fédération, il y a d'autres organes, dont la LINAF, qui a la gestion du championnat national, qui gère les droits, qui gère l'organisation du championnat. Et en principe, lorsqu'il y a des cas de force majeure, dans chaque calendrier, dans chaque règlement intérieur du championnat, il devrait y avoir ce qu'on appelle un cas de force majeure, qui doit être encadré, qui doit pouvoir prendre en compte un certain nombre de choses. Et chez nous, on a plusieurs fois eu le championnat qui s'est arrêté, et malheureusement, qui s'est interrompu plutôt, et malheureusement, on n'a jamais prévu, on n'a jamais encadré les cas de force majeure. On a la Covid aujourd'hui qui est arrivée, et on est tous surpris, mais le fait que les cas de force majeure ne soient pas encadrés, on assiste plus ou moins à une désignation des champions, de mon point de vue, de façon, on va dire, bon, pas arbitraire, mais je vais dire de façon. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand il y a un règlement, on prévoit que si, par exemple, le championnat s'arrête, dans telle circonstance, on désigne le premier qui a, par exemple, engrangé le nombre de points ou qui est arrivé, qui est premier. Dans notre cas, par exemple, on aurait pu dire que les 2 premiers de chaque poule, par exemple, en cas d'arrêt de championnat, représenteront ou seront désignés premier ou deuxième, je ne sais pas quoi. Et puis bien évidemment, on prévoit, puisqu'on acte le fait qu'il y a un champion, donc on valide le championnat, malgré qu'il ne soit pas allé à son terme. Il faut acter, il faut prendre l'entièreté. On ne peut pas dire qu'on a un premier, un deuxième, et qu'on ne met pas en place le processus de montée et de descente. Ça n'a aucune logique. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que la Fédération gabonaise de football n'a pas le droit de désigner un premier et un deuxième. Ce droit est réservé exclusivement à la Ligue nationale de football. La fédération peut décider de dire plus de championnat par rapport à la situation sanitaire et la garantie, puisque c'est elle qui est le garant du football, de la bonne organisation du football. Et c'est au conseil d'administration ou bien à l'Assemblée générale, à l'INAF, au comité exécutif de la LINAF, de réunir les clubs ou bien de se retrouver pour décider en fonction du règlement qu'elle dispose qui sera premier et comment désigner le premier et comment se feront la montée et la deuxième division. Dans le cas du Gabon, ça n'a pas été le cas. C'est, je crois, la Fédération gabonaise de football qui a décidé, soi-disant en concertation, mais de mon point de vue, quand j'ai vu le communiqué,
je considère que c'est la fédération qui l'a fait en lieu et place de la DNF. Et puis, il y a autre chose aussi à rajouter, c'est que quand on décide d'arrêter un championnat, même en pleine crise de Covid, on donne quand même une perspective, c'est-à-dire la reprise. On donne quand même une date de reprise. Dans notre cas aujourd'hui, au Gabon, on a désigné un champion, on a dit que les championnats allaient s'arrêter, mais on n'a pas donné une date de reprise. C'est important de donner une date de reprise euh, pour surtout les clubs qui vont devoir aller en Coupe d'Afrique parce que leur préparation en dépend. S'il n'y a pas de championnat ici sur place, ou s'il n'y a pas une date précise, comment les équipes vont se préparer. Donc, je pense, de mon point de vue, qu'il faudrait rectifier toutes ces anomalies et arriver à pallier à tous ces manquements, notamment le règlement, les cas de force majeure au niveau du règlement du championnat national. Et puis, normalement, en principe, de mon point de vue, sur le plan juridique, la fédération n'a pas le droit de désigner un champion. Donc, les clubs, à juste titre, peuvent, comme on l'a vu à Lyon, Lyon en France, peuvent aujourd'hui saisir le TAS ou pour pouvoir simplement dire que ils considèrent que s'il y a un premier et un deuxième, mais ceux qui sont en Super D2, qui sont premiers, devraient aussi normalement monter. Donc, dès lors que le championnat est acté, la logique doit suivre et doit aller jusqu'au bout. Voilà. Je vois que nos amis sont un peu très lents, partagez le live, on est là pour discuter de tout, du football gabonais, du football en Europe, du football, de toutes vos questions, surtout pour les parents par exemple qui voudraient avoir des conseils pour leurs enfants, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Alors il y a Franco qui dit, que penses-tu de l'annulation de la CAN féminine? Fallait-il le faire? Bon, j'ai regardé un peu de près, notamment l'ancienne professionnelle et internationale camerounaise qui a fait un tollé, qui a fait une déclaration, et puis Infantino qui est monté aussi en soutien à sa déclaration. Je trouve que c'est une hypocrisie de M. Infantino parce que je crois que la CAF a donné plus ou moins, elle s'est déclarée, enfin, a plus ou moins donné les raisons pour lesquelles la CAF estimait que les championnats devaient être reportés. Je suis d'accord que l'annulation pure et simple, de mon point de vue, est plus ou moins un peu trop, on va dire, on est allé trop loin. Mais on pourrait aller sur le report. Mais en fait, c'est surtout la façon à laquelle les gens, notamment le président de la CAF, prennent cela. Moi, j'ai même lu, il y a eu des gens qui ont eu des propos assez durs en disant que, bon, ben, écoutez, la CAF, ce qui l'intéresse, c'est le football masculin et elle n'en a que dalle pour le football féminin. Non, je pense aujourd'hui que le protocole sanitaire qui doit encadrer ce genre de compétition n'était pas garanti. On va dire que c'était difficile. La CAF n'avait pas aujourd'hui les moyens parce qu'il faut savoir que quand une CAN se joue, les moyens sont dégagés parce que derrière, il y a des droits de télévision, il y a du sponsoring, il y a toutes ces personnes-là aujourd'hui qui, sur la base des moyens qu'ils donnent, c'est à travers ces moyens que la CAF peut décider de pouvoir mettre une organisation parfaite et qui garantit la sécurité de tous ceux qui vont participer à la compétition, en particulier les États. Et je crois, à juste titre, je pense que la CAF a bien fait, peut-être pas d'annuler, mais je crois qu'elle a bien fait de reporter cette compétition parce que, n'ayant peut-être pas tous les moyens, n'ayant peut-être pas toutes les garanties sécuritaires, toutes les garanties du protocole sanitaire pour pouvoir assurer, si vous voulez bien, que les gens ne soient pas infectés, qu'il y ait tout le matériel qu'il faut et que les sponsors suivent derrière et qu'ils accrochent. Je crois qu'elle a bien fait de pouvoir, pas l'annuler. Bon, elle a annulé, c'est vrai, mais je pense qu'elle a bien reporté. Après, il faut savoir qu'il y a un problème de calendrier aussi. Ces compétitions se suivent. Là, on a passé quasiment, on a interrompu les championnats. Il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe d'Afrique elle-même qui a été décalée, il y a la Coupe du Monde, les éliminatoires qui doivent s'enchaîner, il y a aussi les championnats européens, et il y a les Coupes du Monde. Enfin bref, il y a un calendrier sur lequel la CAF est obligée de s'arrimer à celui de la FIFA. Parce qu'il y a des championnats européens qui priment, malheureusement, et de mon point de vue, la CAF est obligée de trouver le juste milieu qui n'est pas facile, qui n'arrange peut-être pas tout le monde, et malheureusement les femmes aujourd'hui en prennent sur elles du fait que, bien évidemment, le football féminin n'étant pas encore aussi bien lancé que le football masculin, donc il ne peut pas approcher autant d'annonceurs, autant de sponsors, pour que la CAF puisse prendre sur elle
d'organiser cette compétition. Alors, il y a la Marvilla, ça c'est mon type Olimbo Diouf, depuis Barcelone. La Marvilla, que penses-tu de la situation de Drogba en Côte d'Ivoire par rapport à la prochaine élection de la FIFA? Effectivement, Olimbo, aujourd'hui j'ai participé ce matin sur Zoom à une émission à RCI, la radio de M. Martin Camus, le journaliste sportif reconnu. Et avec moi, il y avait Abouba Kriba, le journaliste aussi, qui est le directeur général de la chaîne de télévision Sisiba, je crois, en Guinée. Et nous avons débattu de ce problème qui, de mon point de vue, est très important et très sérieux. Alors, Drogba, aujourd'hui, il a des difficultés à pouvoir avoir des parrainages dans un premier temps pour être candidat ou postuler à la présidence de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les statuts disent clairement que pour être candidat, il faut avoir des parrainages des acteurs du football. Donc un parrainage déjà vous suffit pour que votre candidature soit validée. Et Drogba aujourd'hui a du mal. Ce qui a fait le tollé en plus, c'est que l'association des footballeurs ivoiriens, regroupée, ce qu'ils appellent le groupement d'intérêt, où il y a les footballeurs, les entraîneurs, les journalistes et autres. Et à l'intérieur, il y a l'association des footballeurs qui, avec Cyril Demoro comme président, qui n'a pas donné son parrainage à Didier Drogba et ça fait un tollé. Et on s'est expliqué. Moi, je me suis expliqué parce que il fallait comprendre pourquoi aujourd'hui, par exemple, des anciennes gloires et les anciennes stars aujourd'hui ont du mal à pouvoir se faire une place au niveau des responsabilités ou bien de pouvoir se faire accepter non seulement par la corporation, donc corporation c'est-à-dire les footballeurs et les anciens footballeurs, mais aussi pourquoi avec la carrière qu'ils ont, donc ils ont la légitimité de pouvoir être acceptés et malgré ça, il y a des difficultés. La première chose qu'il faut savoir sur par exemple, l'unanimité, on ne fait jamais l'unanimité. Il faut savoir qu'on a été joueurs, nous avons tous joué à une période parce que nous avions un seul objectif, c'était de défendre l'équipe nationale ou de défendre le maillot d'un club. Nous ne sommes plus joueurs, les intérêts sont différents. Le fait que les intérêts soient différents fait qu'à un moment donné, naturellement, je puisse aller où que mon intérêt se trouve. Dans la situation des footballeurs aujourd'hui et dans la situation des Didier aujourd'hui, il faut savoir que par exemple, il est vice-président, et c'est ça qui a fait le débat, il est vice-président de cette association des footballeurs en Côte d'Ivoire. Et les gens ont trouvé anormal qu'en étant vice-président, il n'ait pas eu le parrainage de cette association. Il faut savoir aussi que la FIFPro impose à toutes les associations des footballeurs, des syndicats et autres en Afrique, de mettre des anciens footballeurs qui ont des figures de proue, on impose qu'ils soient ou vice-président ou deuxième vice-président. Et dans l'esprit de la FIFPro, c'est plutôt de faire en sorte qu'à travers l'image de ces anciennes gloires, de ces footballeurs plutôt qui sont comme au Gabon par exemple avec la NFPG, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est le vice-président, à travers leur image, ils peuvent booster, ils peuvent participer à beaucoup de choses pour faire en sorte qu'il y ait des adhésions, pour que la voix des footballeurs soit entendue pour faire un plaidoyer. Or, ce que nous constatons malheureusement, c'est l'effet inverse. Ces gens qui en réalité, qui ne viennent pas de façon volontaire, nos footballeurs de renom, ne s'impliquent en rien dans ces associations. Et le fait qu'elles ne s'impliquent en rien, moi je pense aujourd'hui que c'est un problème pour elles. Parce que ne s'impliquant en rien, leur base, qui est les footballeurs en activité et les anciens footballeurs, ils se détachent de cette base. Et du coup, d'autres prennent de la place. Parce que vous avez une réalité sur le terrain. Quand vous êtes une association, vous avez d'autres acteurs qui vous accompagnent au jour le jour pour pouvoir mettre en place vos activités, qui vous aident, qui vous donnent des financements, qui font un plaidoyer pour vous. Et comment, lorsque, à un moment important d'une décision et de la gestion du football, ces gens qui s'impliquent à côté de vous, c'est quand même sur le plan humain, c'est quand même difficile, même pas que sur le plan humain, logique, de pouvoir tourner le dos à ces gens qui, par solidarité du vestiaire, suivent quelqu'un. Moi, je pense que ce n'est pas logique. Après, j'ai toujours dit, et moi je suis bien placé parce que j'ai été secrétaire général, les gens m'ont vu et je suis toujours, lorsqu'il s'agit de la dignité des footballeurs et des droits des footballeurs, je suis toujours debout, mais les gens ont vu mon engagement ici au Gabon pour mettre en place un certain nombre de choses au niveau de l'association des footballeurs.
Mais j'avais toujours ce discours en disant, écoutez, il y a une qualité, on a tous des désaccords, parce que quand on était joueur, on n'était pas des amis. Mais on était ensemble pour un objectif commun. On a simplement aujourd'hui qu'on a arrêté, pour certains, et pour ceux qui jouent aujourd'hui, il faut leur donner un horizon. Et cet horizon, c'est l'engagement que nous mettons pour que notre football se porte au mieux, pour que ceux que nous avons vécu, soit nos petits frères, soit vivent cela, ou qu'ils vivent encore mieux. Et pour ne pas en parler que le Gabon aujourd'hui, Pierre-Emerick dit la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est véritablement engagé, il est vice-président de notre association, mais il n'est véritablement pas engagé dans cette association et il ne porte pas suffisamment les actions. Peut-être pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais peut-être parce qu'il n'a pas le temps de pouvoir se mettre à disposition, parce que, bon, vous savez que l'agenda d'un professionnel est compliqué, mais je pense, de mon point de vue, que cette implication pose un problème. Après, la deuxième chose en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a qu'on appelle le fait que beaucoup de gens reprochent à Didier d'avoir été joueur, d'avoir été ce qu'il a eu ce leader qui a uni la Côte d'Ivoire, qui a tout fait, qui a été le grand joueur que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Mais on lui reproche son implication, qui n'est pas suffisamment impliqué sur la gestion locale du football, sur, bien évidemment, le football local. On lui reproche aussi de n'avoir pas bien abordé sa campagne, parce qu'il faut savoir que c'est bien, vous êtes footballeur, vous avez la légitimité, vous avez un nom, vous avez toutes les personnes qui peuvent vous accompagner, mais il faut connaître les réalités locales. Les réalités locales, pour moi, c'est connaître le processus électoral. Ce n'est pas à 6 mois d'une élection ou à 3 mois d'une élection que vous allez venir dire parce que vous vous appelez Pierre-Emerick ou bien que vous appelez Lémina, que vous allez dire que vous allez venir vous présenter et que tout vous sera non. L'élection de la fédération aujourd'hui, le réveil plutôt des anciens footballeurs aujourd'hui, est une très bonne chose. Elle est très bien perçue de l'opinion. Mais il faut savoir que l'opinion, c'est une chose, et les acteurs, c'est une autre chose. Beaucoup de gens constatent, pour le regretter, que comment Drogba, qui a été avec ses coéquipiers, qu'on a vu se mettre à genoux pour unifier la Côte d'Ivoire ensemble, et qu'aujourd'hui, beaucoup de ses coéquipiers ne le suivent pas. Après, il faut savoir que vous avez une idée, une vue extérieure. Didier, par sa carrière, et moi, je pense que c'est un peu la tendance partout, par sa carrière, il a pris une trajectoire qui a fait qu'à un moment donné, on ne lui donne pas ça. Mais en réalité, son leadership a été plus ou moins suivi ou bien protégé ou accompagné par d'autres leaders en réalité qui étaient déjà là. Quel type de leader Didier était, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous le répondre. Mais je prends cette question parce que le type de leader que vous avez été est très important. Si vous avez été le grand frère, si vous avez toujours mouillé le maillot et que vous avez toujours été au service des autres, à un moment donné, les autres vous suivront parce qu'il y a comme une espèce de confiance qui s'installe parce qu'ils savent que si Didier est là et qu'il est devant, parce que je connais Didier, je connais ses aspirations, je le suis parce que je sais que même les yeux fermés, tout ce dont nous souhaitons pour le football, il le fera. Didier aujourd'hui peut-être ne l'inspire pas auprès de ses coéquipiers. Mais comme je vous ai dit, les intérêts sont différents aujourd'hui parce qu'on a arrêté de jouer. Autre chose aussi, c'est que cette élection doit faire prendre conscience à beaucoup d'anciens footballeurs aujourd'hui qui ont cette position que c'est pas le jour de la tabastique qu'il faut nourrir le mouton. Il faut s'impliquer de plus en plus dans notre pays à travers des actions. Il faut être présent pour nouer un contact régulier avec ceux qui sont ceux qui ont une influence sur le vote. Il faut aujourd'hui que les idées que Didier aujourd'hui a, qui sont des très bonnes idées, ces idées devraient être véhiculées déjà depuis des années, connues, et qu'un corps à corps aurait été qui devait être fait de mon point de vue, pour qu'il n'arrive pas à des situations comme nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. Je pense, c'est ma lecture un peu de la situation. L'autre chose aussi que je peux dire sur cette élection qui m'inspire, c'est qu'il faut que les gens sachent que personne ne nous donnera la place, à nous les anciens footballeurs. Personne ne nous donnera la place qui normalement devrait aussi nous être due, du fait que le footballeur est un acteur majeur du football, de par sa position, il participe à beaucoup de choses, il est au centre de tout, et lorsqu'il est cultivé, instruit et qu'il a un nom, il peut être une force pour le pays. Il faut savoir que c'est un beefsteak que beaucoup de personnes aujourd'hui ne laisseront pas aux anciens footballeurs. Donc c'est à nous de pouvoir nous organiser et Didier, je pense que cette expérience
lui servira à l'avenir. C'est à nous de nous organiser au mieux pour, que, pour inspirer la confiance et pour que tous ceux qui sont les acteurs de notre football trouvent en nous, bien évidemment, comme un miroir, qu'ils se reconnaissent en nous. Il faut savoir que la tendance, il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Combien d'anciens footballeurs sont présidents dans une fédération? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a eu Davor Suker, je pense, en Croatie. Il y a eu en Bulgarie l'ancien international gardien, qui était aussi président de, de la fédération. Je pense en Afrique, il y a eu Kamou Chabwalia. Et puis Platini, qui a été entraîneur et puis au comité d'organisation de la Coupe du Monde, et puis qui s'est retrouvé à l'UEFA et après à la FIFA. Mais quand vous voyez ces exemples, c'est un cheminement. Ce n'est pas un exemple de personnes qui sont sorties après une carrière. Leur transition a été une transition réfléchie, avec un cheminement qui fait aujourd'hui qu'ils sont arrivés à maturité dans les postes sur lesquels ils ont postulé parce qu'ils avaient déjà un parcours en tant que dirigeant. Bon. Chacun a son cheminement. Chacun aujourd'hui peut facilement peut-être arriver, peut plus facilement arriver aujourd'hui parce on a aujourd'hui une influence peut-être beaucoup plus positive. Mais je vais dire aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur cheminement parce que lorsque vous arrivez à travailler avec des acteurs du football dans votre pays, vous apprenez à les connaître, vous apprenez à nouer une confiance. Et cette confiance sera importante au moment où vous allez postuler. De l'autre côté aussi, c'est une grosse perte. Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui que ce que représente Didier aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Didier aujourd'hui, à lui seul, à travers cette élection, c'est tout le monde entier qui regarde la Côte d'Ivoire. C'est quand même magique, parce que c'est un joueur d'une dimension extraordinaire. Et à travers cette élection, du fait qu'il se présente aujourd'hui, toutes les caméras sont sur lui. Donc imaginez si Didier avait été président. Quel que soit le problème du football ivoirien, je ne pense pas que rencontrer Infantino aurait été un problème, ou rencontrer le président de la CAF, ou rencontrer même le chef de l'État sur place aurait été un problème. Par contre, moi, le bémol que j'ai un peu dans cette situation, c'est je le vis au Gabon moi aussi, c'est cette chose qui, malgré la légitimité que nous avons de pouvoir, nous, en tant qu'anciens footballeurs, être aussi un jour président d'une fédération, il y a il y a comme un verrou en réalité. Il n'est pas normal aujourd'hui que pour se présenter à une élection, qu'on demande à Didier Drogba un parrainage. Je ne trouve pas ça. Alors là, je pense que les règles du jeu doivent être changées. Je ne trouve pas normal qu'au Gabon, pour que moi, Kessani, je me présente à l'élection d'une fédération, on me demande de pouvoir avoir 40 ans, 43 ans, 44 ans. Lorsque je sais qu'au Gabon, la plus grosse charge qu'on pourrait dire, c'est être président de la République. Pour être président de la République, c'est 18 ans. Je ne comprends pas comment, pour être président d'une fédération, on demanderait à quelqu'un d'avoir 43 ans ou 40 ans. Je trouve ça absurde. Cette légitimité que nous avons est verrouillée par un système qui fait en sorte que c'est toujours les mêmes qui arrivent à ces postes et qui arrivent à ces fonctions. Il faut que les règles changent. Parce que la perte qu'on peut avoir du fait de l'expérience, du fait du réseau, du fait de la vision que beaucoup d'anciens footballeurs aujourd'hui ont, se réveillent et beaucoup de nos dirigeants devraient en profiter pour en faire une force. Et moi, c'est un peu ce qui me laisse un peu le goût amer dans la situation du pays aujourd'hui, c'est que voilà quelqu'un qui a la légitimité, mais parce que des gens ont décidé qu'il faut avoir un parrainage. Non, je trouve que c'est absurde. De la même façon, on vous dira, oui, monsieur Kessani, pour vous présenter à la FEGAFOOT, il faudrait que vous ayez été pendant 5 ans, soit directement lié à une activité de la FEGAFOOT ou bien de la Ligue. Non, je pense que ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut changer ces règles. Et j'espère que Didier fera un plaidoyer dans ce sens. Enfin, Olimo, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais voilà un peu mon point de vue sur la question. Alors, Michel Herman me pose la question. Pourquoi la Ligue des champions africaine n'a pas autant d'écho que celle de l'Europe? Pourquoi les chaînes et les émissions foot n'en parlent presque pas? Que faire pour la vulgariser? Merci. C'est une très bonne question. Il faut d'abord savoir que l'Europe a pris un sérieux qu'on appelle envol en matière d'organisation des compétitions des clubs
d'Europe, des clubs qui sont la Ligue des Champions et autres. Et puis l'organisation de leur football étant bien faite dans chaque pays, et puis l'UEFA aussi, fait que ça attire beaucoup de sponsoring, ça attire des droits TV. Et ce qui dit droit TV dit sponsoring, forcément, ça donne une dimension à la compétition parce que les moyens aujourd'hui déterminent le type de compétition, le type d'organisation qu'on veut mettre en place. Et s'il y a des moyens, beaucoup de nos clubs auront aujourd'hui beaucoup plus de facilité pour se déplacer et donc de pouvoir mieux s'organiser, d'avoir des terrains, d'acheter des joueurs et autres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense, je suis très optimiste parce que je vois aujourd'hui que beaucoup de choses changent. Je vois aujourd'hui que par exemple, avec les droits TV que la CAF gagne, elle essaie de les redistribuer au mieux. Vous savez que par exemple, en Ligue des champions africaine, à l'époque, il fallait faire pour certains, par rapport au classement CAF que la CAF faisait sur certains pays, vous pouvez faire 4 tours parfois des préliminaires avant de rentrer en poule. Aujourd'hui, on a réduit ce système et avec un système de points beaucoup plus simple, on permet rapidement au club de pouvoir, après 1 ou 2 matchs, rentrer en poule et de capitaliser rapidement, justement en termes de moyens, parce que dès que vous êtes en poule, la CAF vous donne encore plus de moyens. Et aujourd'hui, il y a une visibilité. La Ligue des Champions, aujourd'hui, elle est suivie à la télévision. On a Canal aujourd'hui qui diffuse les matchs de la Ligue des Champions. Donc, il y a aujourd'hui un intérêt pour nos compétitions africaines. On n'est pas au niveau de l'Europe parce qu'il y a un décalage. Vous savez que c'est les pays aujourd'hui qui sont au niveau de développement qui n'ont rien à envier avec l'Afrique. Il faut d'abord que nous arrivions à régler nos problèmes de développement et le foot pourra trouver sa place. Tant que nous n'aurons pas réglé les problèmes de nos championnats, les rendre attractifs, de faire en sorte que nos clubs soient des clubs qui vivent du sponsoring, vivent de la vente des joueurs, vivent véritablement de la billetterie, ça va être compliqué. Et les droits TV, ça va être compliqué. Après, vous posez une question qui me paraît la plus fondamentale parce que c'est celle-là qui peut permettre aujourd'hui à notre football de démarrer. C'est l'intérêt justement de nos chaînes de télévision de s'approprier les compétitions d'abord domestiques et puis les compétitions africaines. Là, oui, je ne comprends pas comment aujourd'hui la CAF, je comprends, elle essaie de pouvoir mieux négocier ses droits avec celui qui essaie de lui donner le plus d'argent. Mais je vais dire, il n'y a pas beaucoup de télévisions aujourd'hui qui déjà même arrivent à diffuser les championnats chez eux, à l'intérieur. Et ça pose un problème parce que le fait que nos télévisions peut-être n'ont pas suffisamment de moyens, que nous n'avons pas suffisamment de télévisions privées qui sont puissantes et qui sont des vraies industries, ça a une répercussion tout de suite sur les droits de télévision. Donc une faiblesse des moyens pour les clubs parce que c'est un des moyens aujourd'hui qui permet à un club de rentabiliser, d'avoir un peu plus d'argent. Je suis d'accord avec vous aujourd'hui, je suis d'accord avec vous que le fait que par exemple nos télévisions n'arrivent pas à s'approprier ces compétitions déjà domestiques, de nos championnats et puis les Coupes d'Afrique, ça pose un problème, mais un problème qui peut s'expliquer du fait que beaucoup de nos télévisions sont des télévisions d'État. Et donc c'est l'État qui doit manifester aujourd'hui un intérêt pour que les moyens soient dégagés pour transmettre. Nous, au Gabon, par exemple, on a un financement que l'État donne, mais le même financement pouvait être mis à la télévision qui est redistribué au club. Donc bref, il y a, je crois, une évolution qui se fait, mais qui doit partir d'abord d'une organisation par pays, donc que nos pays arrivent à se développer, et le football trouvera sa place dans ce développement. Mais on ne peut pas aujourd'hui se mettre au niveau de l'Europe, mais je pense que l'Afrique aujourd'hui, avec la démographie, avec le niveau de développement qui se fait dans chaque pays, le football aura un intérêt. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Africains sont très passionnés. Au-delà du fait qu'il y a aujourd'hui la télévision avec les compétitions, les gens y vont au stade. Les gens adorent le bon football. Le problème que nous avons, c'est la structure déjà de nos clubs, où ils peuvent trouver les moyens, comment les trouver et comment les encadrer dans un processus de professionnalisation. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Il y a Madame Marine Zang qui me pose le foot plage n'est pas très vulgarisé au Gabon. Pourquoi cela? Moi, j'en joue parfois quand j'allais à la plage avec des amis. Oui, vous avez raison. Bon, ça doit d'abord partir d'une passion qui doit nous animer. On a des belles plages à Libreville, mais on ne les utilise pas suffisamment et c'est vraiment regrettable. Bon, il y a le beach soccer.
qui est un pan du football normalement que doit développer la Fédération gabonaise de football, qui reçoit des subventions d'ailleurs pour le développement de cette compétition. Malheureusement, elle ne fait rien. C'est vraiment dommage et moi je suis plusieurs fois monté au créneau pour dénoncer justement cet immobilisme de notre FEGAFOOT qui n'arrive pas à déployer tous les moyens qu'elle reçoit de la FIFA et on ne voit rien en réalité sur le terrain. Je pense que avec les plages que nous avons à Libreville, on ne parlait que de Libreville et Port-Gentil, et l'affluence des personnes qui arrivent tous les week-ends, il y a beaucoup de compétitions qu'on peut organiser. Et pourquoi ce n'est pas fait? Je pense que la Fédération gabonaise de football qui est en charge de cette question devrait être ingénieuse et devrait inciter la pratique à travers des petites compétitions, des tournois dans un premier temps, et puis demain, plus tard, avoir un championnat. Alors, M. Manono de State, pourquoi le championnat gabonais aujourd'hui n'est pas aussi compétitif que celui des autres pays africains? Ben, la question n'est pas difficile, c'est la structure même de notre championnat. C'est-à-dire qu'on a décrété, par exemple, le championnat professionnel au Gabon sans, en réalité, le construire sur une base qui voudrait que le club, qui est l'organe important, essentiel, soit accompagné vers un processus de professionnalisation. Et puis après, il y a la gestion de la compétition en elle-même qui, de mon point de vue, a été une catastrophe terrible. Et puis il faut savoir que le championnat, c'est le football d'élite. Le football d'élite, en réalité, il ne vit qu'à travers le football amateur. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris dans notre pays. On a donné beaucoup de moyens au football professionnel en donnant de l'argent à des clubs, en donnant de l'argent à la Ligue nationale de football, et on n'a rien donné aux ligues qui, elles, sont en charge des compétitions de nos minimes, cadets, juniors, D3, qui, normalement, dans un processus logique, après toutes ces étapes, devraient monter en première division. On s'est retrouvé avec de l'argent. Beaucoup de clubs ont payé des joueurs à l'étranger partout, qui même d'ailleurs n'avaient pas le niveau qu'il fallait. Et le peu de joueurs que nous avions en junior, qui n'avaient pas terminé leur processus de formation, ont tout de suite été mis en première division. Et en étant en première division, parfois, ils n'avaient pas fait toute leur classe. Et donc, le niveau que nous avions sur le terrain, déjà, pour ne parler que sur le terrain, n'était pas le niveau que les gens attendaient, malgré les moyens et malgré le semblant d'organisation qu'on avait mis en place. Je pense que la réflexion devrait être celle de pouvoir se dire, comme ailleurs, pour que le football professionnel vive, il faut aujourd'hui que les compétitions, il faut encadrer aujourd'hui, il faut que nous ayons un championnat minime compétitif, il faut que nous ayons des championnats cadets, juniors, et dans tout le Gabon, il faut que nous ayons un championnat de D3, donc un championnat de ligue qui se joue. Lorsque un jeune qui a joué 20 matchs en minime, 30 matchs, 40 matchs, 60 matchs, il fait son processus normal et qu'il arrive en première division, il est plus ou moins prêt sur le plan physique, mental et pour lui permettre de pouvoir donner au mieux ce qu'il a. Donc sa progression, sa croissance, elle est de mon point de vue, elle est meilleure. Après, il y a beaucoup d'autres choses autour, comme je vous l'ai dit. Il y a le club aujourd'hui. Le club, c'est l'organe qui reçoit le joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accompagné nos clubs? Est-ce qu'aujourd'hui, on a accompagné nos clubs pour que le club à l'intérieur puisse former nos entraîneurs, qu'il puisse former tous les administratifs, qu'il puisse s'entourer de tout ce qu'il faut aujourd'hui, que ce que demande le football professionnel? Pas du tout. Ceux qui ont géré la compétition au balbutier, on a eu des formules qui allaient à la fin, il y a eu des arrêts. Je vous prends seulement les 3 dernières années. Nos joueurs ont quasiment joué par championnat arrêté. Si c'est trop, c'est 15 matchs. Bon, si vous prenez en 3 ans, 15 matchs que vous jouez il y a 3 ans, vous prenez, le championnat arrive 12 matchs en 2 ans. Donc ça fait 15, ça fait 27. Vous prenez cette année 7 matchs, mais un joueur devrait en principe, donc 15 plus 12, ça fait 27, plus 7, ça fait 29, 39 matchs en 3 ans. Mais un joueur ne peut pas progresser. Et donc nos clubs, notre championnat ne peut pas attirer des droits TV, des gens, et puis même le public au stade.
Le joueur ne peut pas progresser. Un joueur en moyenne, quand il est déjà en junior, il doit jouer au moins 25-30 matchs par saison pour arriver à une progression, pour arriver à son pic en première division, c'est au moins, on va dire, 27-28 matchs. Et s'il fait 3 ans en jouant, en étant dans cette régularité, 27, 30, 40 matchs, c'est plus le même joueur que vous allez croiser 4 ans après. Et donc, ses qualités physiques, techniques vont progresser. Et s'il trouve des bons entraîneurs en plus pour faire progresser, ben forcément, il va partir. Forcément, il va décoller, je veux dire, dans sa carrière. Donc, le championnat, n'étant pas attractif du fait, bien évidemment, de sa structuration sur le plan de l'organisation, sur le plan même de, 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 de l'organisation interne de nos clubs et des compétitions, et en prenant simplement en compte les clubs d'élite et en oubliant les clubs amateurs, on a tué notre championnat. Aujourd'hui, il faut une autre réflexion qui ne prenne pas seulement en compte que les clubs de première division. Il faut aujourd'hui une réflexion qui prenne en compte, comme nous, moi j'ai été à Lambaréné, mais j'ai joué l'Oxu, après j'étais en minime dans un club de Tsaïgali, et puis de Tsaïgali j'ai joué à Eviso, et je suis venu à l'USM. Mais à l'époque, on avait des compétitions, des sélections provinciales qui existaient, on avait les compétitions des jeunes, et on a été détecté. Moi, le Lambaréné, j'ai été détecté pour venir en sélection minime. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à Chibanga, il y a un championnat de minime? Non. Est-ce que vous pensez qu'à Chibanga ou à Makoku, il y a un championnat junior? Non. Donc déjà, même tous les jeunes sur le plan au Gabon n'ont pas les mêmes chances demain de pouvoir un jour rêver de jouer en sélection minime, cadet ou junior. Parce qu'il y a une absence de compétition à leur niveau. Et je ne vous parle pas, comme je vous l'ai dit, si déjà il n'y a pas de compétition des jeunes, mais quels sont les joueurs que vous allez prendre en première division? Ce sont les jeunes que vous formez. Mais si ces jeunes ne sont pas formés et qui n'ont pas le nombre de matchs requis et qui n'ont pas la formation qu'il faut, quand ils arrivent en première division, on aura un niveau très bas. Et si notre championnat est très bas, on ne va pas attirer déjà les meilleurs joueurs, mais on ne pourra pas attirer aussi les sponsors, on ne pourra pas attirer les partenariats avec les clubs, et on ne pourra pas être compétitif dans les compétitions africaines. Donc il faut aujourd'hui revenir à la base. Il faut aujourd'hui que les dirigeants sachent que ce n'est pas en mettant l'argent sur la D1, sans mettre dans les ligues pour organiser les compétitions dans chaque province, pour développer nos jeunes, on ne pourra pas y arriver. Il faut que ce soit quelque chose de logique et de complet, parce qu'il y a une corrélation. Le football amateur le football professionnel est tributaire du football amateur. Voilà. Et M. Aouret, hier, me pose la question, quels sont les 4 meilleurs clubs de l'histoire du football gabonais et pourquoi? Bon, je n'ai pas une grande connaissance du football gabonais, mais si vous prenez en termes de palmarès, je crois que le football Cano 105, Manga Sport, SC Sogara, Petro ou Shell, je crois, sont les clubs qui ont le plus gagné de titres au Gabon. Mais je pense que le FC 105 arrive en tête, l'AS Sogara, je veux dire, Manga Sport, après il y a Mbilinga, je crois, Mbilinga Shell, qui doit aussi arriver un peu après. Bon, il y a eu l'USM aussi, hein, l'USM qui est toujours là, mais bon, de façon chronologique, je ne peux pas vous les détailler, mais je pense que ce sont les clubs aujourd'hui en termes de titres qui ont le plus engrangé les titres, donc qui, de mon point de vue, sont considérés comme les meilleurs. Mais bon, il faut savoir que le meilleur club, c'est vrai, c'est une histoire, mais c'est aussi, pour moi, la grande. Meilleur, c'est vrai que c'est pas grand. Donc, meilleur, de mon point de vue, c'est en fonction des titres. Après, on peut dire aussi que il y a l'histoire. Il y a aujourd'hui le fait que est-ce que le club a des infrastructures? Est-ce que le club aujourd'hui a des infrastructures? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique aujourd'hui pour pouvoir être toujours en compétition africaine, être présent? Bref, aujourd'hui, il n'y a que Manga Sport qui reste, et puis bon, le FC 105 qui est on va dire, sous oxygène. Mais pour l'instant, de tous les clubs meilleurs dont je viens de citer, il y a Manga Sport. Bon, les Gabonais garderont toujours en souvenir l'AS Soudara parce que c'est le seul club au Gabon qui s'est hissé en Coupe d'Afrique, en finale de Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions aujourd'hui, contre la Ligue d'Égypte. Donc nous étions tous jeunes. Quand nos grands frères et nos aînés nous racontent le niveau d'organisation que l'AS Soudara avait atteint,
on reste dubitatif parce que forcément ça inspire respect et on ne comprend toujours pas comment on a pu arriver à ce niveau et redescendre aussi bas. Alors, il y a une autre question, bon, je pense que non. Les amis ne veulent, ils sont pas là, ils sont où les amis? Je vous attends pour vos questions, je vous attends pour vos questions, on est là pour vous répondre. Pourquoi le championnat gabonais? Bon, ça j'ai répondu, monsieur Auré aussi a répondu. Quels sont les quatre numéros? Pour moi, je crois que l'AS reste le club, un des clubs que les Gabonais ont beaucoup apprécié. Sogara avait atteint un niveau d'organisation. Moi, je me rappelle, j'étais à Lambaréné, Coupe du Gabon, l'AS Sogara se déplace, c'était tout le stade qui était plein. À l'époque, Michel Nico, Ipaïwassiou, c'était l'attraction. J'étais ramasseur de balles. C'était impressionnant. Rien que voir le bus, les équipements, l'organisation qu'il y avait, c'est le football qui se joue encore sur le terrain, c'était autre chose. Après, oui, Meninga aussi, Shell, qui allait chaque fois, qui gagnait les titres et qui allait chaque fois. Il y a eu le Canon 105, hein. Le Canon 105 aussi a été un des grands clubs dans ce pays, en ramenant, vous savez que beaucoup de professionnels, et Pierre Aubame, qui était déjà en Europe, Régis Manon sont revenus au Canon 105, donc c'est qui a le plus grand nombre de titres. Ouais. Alors, racontez-nous deux anecdotes quand nous étions à l'équipe nationale. Bon, de quelles anecdotes je peux aujourd'hui me permettre de raconter l'équipe nationale? Je vais vous raconter une anecdote qui m'a, je pense, boosté euh, en équipe nationale minime, je crois. Non, même pas l'équipe nationale minime. Je crois que j'étais en sélection de Lambaréné. Nous venons jouer ici un match de lever des rideaux à Minisport, Ghana-Gabon. Euh, je, je n'ai jamais eu cette sensation. Je pense que ça a été le déclic d'ailleurs. Je jouais au foot au quartier et puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le foot c'était autre chose. Vous partez de votre Schweitzer natal où j'ai grandi, à l'hôpital Schweitzer, on joue au quartier, et puis bon, on joue là-dessus, il y a un peu du monde, la province et tout ça. Nous nous retrouvons à jouer un match de lever les rideaux à 14 heures à l'Omnisport, un stade plein à craquer. Lorsque vous touchez le ballon, vous entendez un... Non, mais c'est impressionnant. Le cri, à la limite, dès que vous faites un geste, le public crie. Vous êtes là à regarder le public. Vous ne savez même pas où vous êtes. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand le Shabbat bougeait à l'époque. C'est-à-dire cette sensation de Shabbat bouge et de le ressentir au niveau de la pelouse. Ça a eu un déclic. Ça a réveillé en moi quelque chose de merveilleux, des émotions fortes. C'est un très grand souvenir que je ne pourrai jamais oublier. Et puis après, voir la Zingo nationale, je pense que Théodore Zengema marque son but, il rentre, Abedi Pelé qui vient, qui égalise. Pour moi, c'était un grand souvenir. J'en ai eu en équipe nationale, bien évidemment, des anecdotes. Je pourrais parler contre le Ghana. Vous savez que contre le Ghana, on perd en Libye. Nous jouons les préliminaires avant de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2009-2010 contre le Cameroun. On joue les préliminaires. Et dans notre poule de préliminaires, le Gabon était tellement mal placé qu'on était obligé de jouer les préliminaires. Il y a le Gabon, le Ghana, la Libye et je pense le Zimbabwe, le Lesotho. Je crois. Ouais, le Lesotho. Et nous allons jouer en Libye. Et là, on domine la Libye, mais on prend un but gag. On perd un 0. Et on va faire la préparation à Casablanca et pour aller jouer la semaine qui suivait à Libreville. Et là, il se passe un truc de dingue parce qu'on prend conscience effectivement à ce moment-là qu'on a gagné en maturité. Je vous rappelle, Mlungi, qui était un des seuls, parce que Daniel ne venait pas à ce moment-là, qui était un des seuls professionnels que nous avions à l'époque, il s'était amusé ce jour. Il avait eu à lui seul toutes les occasions, les meilleures occasions de gagner la finale. Il ne les avait pas mis au fond. On l'attrape à l'hôtel et vraiment en appartant, on dit mon gars, tu refais plus ça. Et on se retrouve à Libreville à jouer ce match. Et en jouant ce match, Alain Giresse venait de perdre son dernier match à Libreville
pour les éliminatoires du CHAN contre le Cameroun. Et ça ne s'était pas très bien passé. Donc, il était dans plus ou moins une espèce d'angoisse et tout. Et à ce moment où on prend conscience en se disant, c'était vraiment le match du coach. Et le coach a eu ce discours merveilleux qui nous a transcendés. C'était sur les maillots. Et donc, il y avait Agogo, Issien, qui revenait de la Coupe d'Afrique. Je pense en Égypte, c'était bien. Je ne sais pas, je me rappelle plus trop. Qui avait été tout feu, tout flamme. De nous dire, écoutez, aujourd'hui, considérez que, bon, parce que tout le monde avait son nom derrière ce maillot, considérez qu'il y a un scotch sur les maillots. Vous ne voyez, c'est pas ici en fait. Il avait eu un discours de ce genre. Et ce qu'on a montré aux Ghanéens ce jour-là, je pense que c'était merveilleux. C'était magique. Je crois que ce moment-là, ça a été un des déclics de génération. La deuxième anecdote, c'est le match au Maroc à Casablanca contre le premier match de Pierre-Emerick. Et on arrive et on a la veille du match, on fait un petit entraînement et ça se passe pas très bien. Et le coach, il tape sur nous et on rentre à l'hôtel, on n'est pas vraiment très serein. Et après, il fait sa conférence le matin pour donner l'équipe et tout ça. Et nous, on se retrouve entre nous. Et là, Pierre-Emerick, on a eu, Zita Malanga et moi, on a eu un discours vis-à-vis de lui. Bon, je vous dirai pas ce qu'il m'a dit après. Mais la réponse sur le terrain, non. Tout le monde a vu le talent de Pierre-Emerick ce jour-là. Oui, pour moi, ces anecdotes me rappellent de très 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 bons souvenirs. Mais je vais dire, la réaction qu'ont eu certains de mes coéquipiers, la réaction collective a été magnifique. Voilà, je pense que pour ceux qui ont raté malheureusement ce live, qui n'était pas là, bon, ben, vous aurez un de mes coéquipiers avec vous. Bon, je vais quand même prendre la question de Léonie Badjina qui dit qu'est-ce qui fait que les entreprises actuelles au niveau de Gabon ne créent plus les clubs de football comme ce fut le cas avec Soudara Chenef. Bon, il faut savoir que c'est une très bonne question parce que c'est pour mieux comprendre aujourd'hui un peu le fossé dans lequel nous sommes. À l'époque, le gouvernement gabonais, l'ancien Premier ministre, M. Léon Mediam, avait pris un arrêté ou un décret, je ne sais pas si c'était un décret, où il avait instruit aux entreprises désormais d'être propriétaires, d'accompagner les clubs de première division. Et cette volonté du gouvernement qui était bien évidemment accompagnée d'une fiscalité que les entreprises, je pense, appréhendent, fiscalité attrayante, où les entreprises, effectivement, parce qu'elles accompagnaient les clubs, sans doute ne payaient pas les impôts, je crois que c'était dans ce cas. Et donc, les entreprises étaient devenues propriétaires des associations sportives. Et ça a eu des effets très positifs. Pour revenir avant de répondre à cette question, ça a eu des effets très positifs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le football, il est d'abord identitaire, qu'on le veuille ou non. Le football a commencé dans les quartiers, à travers des personnes qui sont dans une zone, ou des personnes qui sont de la même langue, ou de la même ethnie, ou qui ont un intérêt commun dans une zone, et qui font une équipe, et où tout le monde se retrouve. Et l'avantage, lorsqu'une entreprise sponsorise une équipe, c'est qu'avant même de pouvoir séduire des gens, vous avez déjà, plus ou moins, vous avez ce qu'on appelle votre base qui est, si vous voulez bien, vos employés, leur famille. C'est pourquoi, par exemple, à l'époque, les clubs comme Sodara, Shell et autres, lorsqu'il y a eu ce décret, ont pris ça très bien. Elles ont, les conseils d'administration de ces entreprises ont facilité, ont mis les comités directeurs pour justement gérer les clubs, mais avec un œil. Les conseils d'administration des entreprises avaient un œil. Donc, l'orthodoxie financière, c'est-à-dire il y avait une surveillance, il y avait un comité de surveillance qui surveillait l'action de nos clubs. Il y avait des moyens qui étaient injectés et ça faisait qu'il y avait peu de dérives. Et comme ces comités ces conseils d'administration, ces comités de gestion, ils allaient prendre des grands entraîneurs et ce sont ces entraîneurs qui mettaient souvent des projets sportifs en place. Ce n'étaient pas des petits entraîneurs. Du fait que les clubs avaient plus de moyens, ils allaient recruter des très bons entraîneurs. Et ces très bons entraîneurs allaient recruter aussi des meilleurs joueurs. C'est pourquoi on avait des très bons joueurs dans des très bons clubs, bien payés. Et puis, le fait que l'entreprise
était impliquée, elle surveillait, si vous voulez bien, la gestion du club. Et donc, il y avait plus de dérive. Comme aujourd'hui, nous avons plutôt des clubs qui appartiennent à des personnes et qui font ce qu'ils veulent. Or là, c'était différent. Et donc, du coup, il y avait le public qui se reconnaissait à travers un club. Sogara, les employés de Sogara et leurs familles, c'était d'abord les supporters de Sogara. Et puis, on avait après les amis, parce que les gens aimaient le jeu de Sogara, il y avait des grands joueurs, et les gens venaient se greffer à cela, et ça faisait que bon, les stades étaient pleins, et puis la gestion était meilleure, on avait de meilleurs recruteurs, et on formait des Gabonais, parce que les entraîneurs formaient des Gabonais. Bref. C'était le même Capuchel, Elf, Mangasport et autres. Pourquoi aujourd'hui ça ne se passe pas? Il faut plutôt proposer la question aux politiques. Je pense qu'il faut aujourd'hui adapter un système qui convienne sur le plan sociologique à notre écosystème, à notre façon d'imaginer le football, l'économie et le social. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé ce modèle qui génétiquement convient à notre façon de vivre, à notre façon de faire les affaires et à notre façon de voir le football et d'où nous voulons aller, prendre un modèle et l'implémenter ici, ben, on est arrivé au championnat de football professionnel. Voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui, beaucoup disent qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Donc, je crois aujourd'hui que c'est plutôt à l'État. Il faudrait aujourd'hui poser la question. Vous voyez, au Cameroun, par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle, ils ont changé aujourd'hui le statut des clubs. On a des clubs aujourd'hui qui ne sont plus des associations, mais qui, dès lors qu'elles ont le statut en première division, sont des entreprises. Et quand vous êtes une entreprise, une société, ou je ne sais pas laquelle forme juridique vous voulez, c'est la loi du capital. C'est celui qui a les moyens, une personnalité morale peut venir rentrer dans le capital, vous pouvez aller chercher les fonds, vous pouvez aller emprunter, vous pouvez... Bref, le plus important, c'est que ce soit un capital. Aujourd'hui, nous avons plutôt nos clubs qui sont dans une forme juridique, de mon point de vue, qui restreint leur champ, qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, ils aillent trouver les capitaux ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est le contrôle. Tant qu'on n'a pas mis les organes de contrôle, tant que la forme juridique ne permet pas justement qu'il y ait un contrôle, l'État pourra mettre autant d'argent, mais ce sera de l'argent qu'elle donnera à des individus. Voilà pour ce soir. Merci. Je vais terminer rapidement, toujours par un fond musical. Je vous remercie d'avoir été là pour les petites personnes, et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur d'autres activités. Mais sachez que 33 Export permettra que d'autres internationaux, d'autres anciens footballeurs viennent discuter ici. C'est une tribune, n'hésitez pas à venir parler. Allez, ciao. Bonne soirée à vous. Allez, ciao, 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 ciao.